Donc aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un projet universitaire de bachelor, comme je vous le disais, qui a duré un semestre et ça a été vraiment un passage de la théorie à la pratique en termes RSE pour les étudiants. Donc ici, 11 étudiants que vous aurez la chance d'entendre dans quelques minutes et qui sont, je vais les citer, Caroline Duprat, Serena Parascandolo, Léa Herreras, Marco da Silva, Yann Gandini, Adrien Lombardo, Marie Aubé, Alexandre Chambaz, Naomi Ramos, Olivia Pils et Margot Durand. Alors, concernant les encadrants, nous sommes deux, Annalise Muller et moi-même, sous la supervision de François Sibyl, qui est parmi nous aujourd'hui. Alors, cette année, c'est une seconde édition de Baromètre des pratiques RSE en Suisse romande, dans la continuité avec l'édition 2021, qui avait été réalisée en partenariat avec Bilab. Et cette année, les étudiants ont fait un focus sur deux thématiques clés, que sont la stratégie carbone et les freins à la mise en place de la RSE en entreprise, avec aussi des perspectives plus conjoncturelles par rapport au Covid. Vous verrez ça par la suite. Et enfin, un webinaire ce jour de présentation des résultats. Alors après une présentation de la méthodologie utilisée pour ces études, nous passerons en revue les différents résultats issus des entretiens. Et enfin, nous passerons à une partie d'échange avec vous en session questions-réponses. Alors, nous vous remercions d'avance de poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation et nous y reviendrons à la fin. Voilà. Maintenant, je passe la parole à Marco pour nous parler de la méthodologie. Bon webinaire à tous. Merci bien, Capucine. Alors, en ce qui concerne notre méthodologie, nos interviews ont été effectuées au travers de 34 organisations, dont 94% d'entre elles comportent moins de 5000 employés. De plus, toujours parmi nos 34 institutions interrogées, 47% d'entre elles ont été à leur tour effectuées dans des institutions avec une mobilisation d'employés inférieure à 50 collaborateurs. En ce qui concerne le secteur d'activité, notre échantillon porte à 35% essentiellement sur des entreprises actives dans le secteur de la vente et du conseil à la clientèle, ainsi que sur des activités plus spécialisées à hauteur de 18% dans le secteur économique où l'on retrouve notamment les institutions financières et les assurances. Puis, la majorité des personnes ayant répondu à nos questions occupent un poste significatif. Donc, en effet, 50% de nos entretiens ont été réalisés à l'aide de la collaboration de directeurs et de responsables RSE, ce qui montre notamment le degré de connaissance élevé de leurs institutions. Relativement au chiffre d'affaires des organisations interviewées, 59% d'entre elles engendrent un chiffre d'affaires annuel compris entre 500 000 et 50 millions de francs suisses. Et finalement, comme Capucine l'a déjà mentionné lors de l'introduction, pour ce qui est de la structure de ce baromètre 2022, ce dernier est axé autour de deux thématiques qui sont d'une part la stratégie carbone et d'autre part les freins à la mise en place d'une stratégie RSE, avec tout de même un léger passage par des questions plus générales sur la RSE qui nous ont permis par la suite de rentrer dans le vif du sujet au travers de ces deux thématiques à l'intérieur du territoire suisse romand. Marie, je te laisse poursuivre sur les questions générales RSE. Merci Marco. Alors, nous avons commencé nos interviews par quelques questions d'ordre général concernant la responsabilité sociétale des entreprises. La première consistait en le fait de savoir quelles étaient les connaissances des entreprises par rapport au terme RSE. Donc, pour la définition, la RSE sociétale des entreprises, donc la responsabilité sociétale des entreprises, est définie comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes. Donc, l'importance de ce concept, elle n'a fait que grandir depuis les années 1990 et aujourd'hui encore plus avec toutes les problématiques et les questionnements internationaux qui sont liés à la dégradation de notre environnement ou encore au retard de certaines structures quant à la gestion du bien-être de leurs employés. Et ce constat, il se confirme grâce à notre étude. On a pu observer que 74% des entreprises interviewées ont connaissance de la signification du terme RSE. Seulement 26% n'en avaient jamais entendu parler.
Par contre, on relève que plus de 90% des entreprises interviewées avaient connaissance du concept qui était représenté par la RSE. Et près de la moitié des entreprises a su énoncer les principaux domaines qui sont touchés par la RSE, donc l'environnement, le social et l'économie, en précisant aussi l'importance des relations avec les parties prenantes pour intégrer la RSE dans toutes les activités des entreprises, que ce soit avec les fournisseurs, les employés ou encore les partenariats. Donc finalement, on constate que de manière générale, les entreprises de Suisse romande sont conscientes des enjeux qui sont liés au développement durable. Pour la deuxième question de notre interview, donc elle portait sur l'existence ou non d'une stratégie RSE au sein des entreprises interviewées. Et les résultats de notre étude ont démontré qu'une grande majorité des entreprises suisses romandes souhaitent s'investir au niveau du développement durable et des enjeux qu'ils défendent. Donc, on a pu constater que 95% des entreprises interviewées ont déjà mis en place des mesures pour agir dans le sens du développement durable. Par contre, les entreprises interviewées ont un avis assez partagé quant à l'importance de l'élaboration d'une stratégie RSE à proprement parler. Donc, on a d'un côté les petites entreprises qui expliquent l'inexistence d'une stratégie RSE dans leur structure du fait de leur petite taille qui ne légitime pas donc sa mise en place. Et elles préfèrent agir à leur échelle en proposant des actions en lien avec le développement durable, comme par exemple le recyclage. Et le manque de connaissances aussi qu'ils ont en interne, de connaissances spécialisées dans le domaine du développement durable, est aussi un frein pour la mise en place d'une telle stratégie. D'un autre côté, on a les plus grandes structures. Elles voient l'importance de la mise en place d'une telle stratégie pour atteindre leurs objectifs à long terme, comme l'obtention de certaines certifications, par exemple, ou encore l'alignement des valeurs de l'entreprise à leurs valeurs personnelles. Aussi, ils se sont rendus compte que le juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour les collaborateurs avait tendance à les motiver. Et finalement, la raison la plus fréquemment donnée pour intégrer une stratégie RSE reste l'impact qu'elle a sur l'image de l'entreprise et donc sur la possibilité pour elle de développer sa clientèle et ses partenariats futurs. Finalement, le concept de stratégie RSE va au-delà même du terme, puisque beaucoup d'entreprises mettent des actions en place sans pour autant établir des stratégies à proprement parler. Je laisse maintenant la parole à Marco pour la suite de la présentation. Alors, en ce qui concerne les résultats que nous avons obtenus relativement à la mise en place d'une stratégie RSE au sein des entreprises, notre étude a démontré que pour la majorité des entreprises interviewées, ces dernières sont pleinement conscientes du fait qu'une communication efficace et persuasive, ainsi que la prise de conscience au sein des organisations, sont des éléments primordiaux à prendre en compte dès la mise en place d'une stratégie RSE. Le deuxième aspect le plus concluant relatif à cette première étape concerne une partie assez importante de nos sondés, qui est l'étape de l'analyse des impacts actuels de l'entreprise sur son environnement. En effet, cette dernière offre une meilleure gestion des risques à venir, tout en saisissant les opportunités, ce qui permet notamment d'assurer sur le long terme la durabilité de l'entreprise et par conséquent de répondre aux attentes et aux besoins de toutes les parties prenantes, qu'elles soient directement ou indirectement liées à l'organisation. Un troisième aspect mentionné par nos sondés, et pas des moindres, concerne la mise en place d'une politique RSE par la direction. Effectivement, l'entreprise doit s'assurer que dans ses plus hautes instances, il y a un porteur de projet qui puisse gérer le bon déroulement d'une telle politique pour permettre par la suite de mettre en place une bonne gouvernance, des outils adéquats afin d'établir la meilleure stratégie RSE possible. Finalement, d'autres éléments comme l'identification des parties prenantes, l'analyse des besoins de l'organisation, la formation continue autour de la RSE des employés ont également été des éléments retenus par une petite proportion de notre panel comme étant des éléments à prendre en considération au début d'une telle politique. Je passe à présent ma parole à Caroline qui va vous introduire la stratégie carbone. Voilà, donc maintenant, on passe au chapitre de la stratégie carbone. Donc, pour commencer, l'empreinte carbone correspond donc à la mesure des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre dégagées. Donc, cet indicateur nous fournit donc des informations précises et chiffrées quant aux émissions. On a pu constater que la majorité des organisations ont globalement conscience de leur impact carbone par rapport à leur industrie ou secteur d'activité, mais rien n'a été instauré pour mesurer précisément cet impact.
On relève également de la difficulté rencontrée par certaines entreprises à estimer leur empreinte carbone. Néanmoins, certaines entreprises ont mis en place des mesures pour prendre connaissance de leur impact carbone. Ce sont souvent des structures plus importantes avec plus de 100 employés. Elles ont généralement entrepris ces démarches à la suite d'une certification. Et l'outil privilégié pour quantifier ces émissions est le bilan carbone. Donc, il est évident que ces certifications demandent beaucoup de temps et de moyens financiers. Donc, ceci explique aussi pourquoi, en partie, ces mesures d'impact carbone sont majoritairement réalisées par de plus grosses structures. Concernant la source des émissions, si l'on veut agir sur ces émissions, il est important de commencer par identifier donc, les sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, notre étude, elle reflète que plus de la majorité des entreprises affirment que leur première source d'émissions est liée au transport. Donc, effectivement, les transports donc, sont d'usage multiple pour les entreprises, que ce soit pour leur activité principale, l'acheminement de matières premières, de produits, ainsi que pour les déplacements professionnels. Donc, cette source est revenue plusieurs fois et ça, indépendamment de la taille de l'entreprise. Pour la majorité des entreprises sondées, on a aussi pu déterminer que la seconde source majeure d'émissions identifiée était la consommation d'énergie, et plus particulièrement la consommation d'énergie liée au chauffage. Il faut relever que la majorité des entreprises contactées sont locataires de leurs locaux et n'ont donc pas d'influence directe sur l'énergie utilisée. Et pour finir, la troisième source d'émissions la plus citée est du domaine des technologies de l'information, donc tous les systèmes informatiques, donc pour le stockage, la création, l'utilisation, la transmission d'informations. Et ce sont des outils qui permettent au bon fonctionnement des entreprises, bien que le numérique paraisse parfois immatériel, il s'agit quand même d'une source majeure d'émissions pour les entreprises. Je laisse maintenant la parole à Alexandre. Donc, concernant la définition de la stratégie carbone, la majorité de nos sondés ont décrit la stratégie carbone comme étant un outil ou un plan d'action à mettre en œuvre afin de réduire ses émissions. Pour que son plan d'action soit mis en place, également une majorité des répondants ont constaté le besoin de l'analyse interne et externe des émissions de carbone. Il faut par conséquent donc faire une analyse interne de ces processus de production ou simplement dans ses services pour pouvoir localiser quelles sont les activités que l'entreprise pratique les plus polluantes. Au niveau externe, c'est tout simplement donc constater au niveau de ses fournisseurs ou tout simplement de ses parties prenantes quels sont les éléments les plus problématiques quant aux sources d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, suite à cette analyse interne et externe, les entreprises sondées nous ont également transmis l'idée d'une optimisation ou d'une amélioration des performances. Cette optimisation se passe en diminuant les processus nécessaires à la production ou au service, ou tout simplement donc en changeant de fournisseur externe, ou tout simplement en améliorant ses relations avec ses parties prenantes pour leur demander d'agir également pour le climat. Quant aux notions d'amélioration, il s'agit principalement d'amélioration sur le long terme, c'est-à-dire que, comme dit précédemment, les entreprises ont besoin de mesurer leur performance afin de pouvoir réellement définir une stratégie efficace. Suite à cette définition donc, de réduction et d'amélioration, un autre terme a été également donc, souvent répété, le suivi, c'est-à-dire qu'il est important de mettre en place des indicateurs, mais également de les suivre sur le long terme, ainsi que sur le court terme et le moyen terme. Ce suivi permettra donc par conséquent de voir si les mesures prises ou les actions concrètes mises en place sont effectivement performantes et sont utiles à la réduction des émissions de CO2. Suite à ce suivi, il est par conséquent nécessaire à l'entreprise de prendre une décision si elle continue les mesures établies ou si elle décide de changer de plan d'action. Donc, pour résumer cette partie, la stratégie carbone pour les entreprises aujourd'hui est principalement la réduction des émissions de CO2 au travers de l'analyse, de l'amélioration et de l'optimisation, puis du suivi de ces performances extra-financières. Concernant donc la stratégie de la Confédération, les entreprises aujourd'hui, donc nos sondés, connaissent partiellement la stratégie de la Confédération qui vise à sortir des énergies nucléaires ainsi que les énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre d'ici 2050. Lorsque je dis partiel, c'est-à-dire qu'ils sont conscients du plan de la Confédération, mais ne le connaissent pas parfaitement ou ne le connaissent que très peu. Cette stratégie de la Confédération, connue partiellement, est assez particulière dans le sens qu'elle est temporelle. Nous avons donc un horizon temps qui est d'ici 2050,
pour changer les pratiques actuelles de certains secteurs d'activité en Suisse pour arriver à zéro émission. Lorsque nous avons demandé à ces diverses entreprises quels étaient les moyens pour soutenir ces stratégies de la Confédération, elles ont répondu que les moyens utilisés principalement dans leur structure étaient d'investir dans les énergies vertes, que ce soit directement dans leurs installations ou au travers de fournisseurs d'électricité verts, de développer une stratégie carbone en interne de l'entreprise pour diminuer son impact et également de suivre sa performance sur le long terme. Je passe maintenant la parole à Margot qui va vous parler de la stratégie carbone. Concernant la mise en place de la stratégie carbone, on a pu établir que plus de la moitié des organisations sondées ont mis en place une stratégie carbone ou sont sur le point de la développer, ce qui démontre que la prise de conscience des entreprises quant à l'importance d'une meilleure gestion des émissions est en constante augmentation. Nous avons également pu établir que les actions entreprises s'axent principalement autour de 3 aspects majeurs aujourd'hui. Le premier étant de favoriser une mobilité plus douce ou plus durable, car comme nous le savons, les transports sont une source majeure de nos émissions de gaz à effet de serre. Le second s'axe autour d'une meilleure gestion des énergies, donc à travers le développement d'énergies vertes notamment. Et enfin, le recyclage des déchets, donc les entreprises essayent de développer des économies circulaires afin de limiter l'extraction de matières premières. Je passe du coup la parole à Yehan. Donc pour la mise en place d'une stratégie carbone, c'est aussi important de suivre du coup grâce à des indicateurs l'évolution donc de la stratégie et des objectifs visés dans cette stratégie. On a tout de même pu noter qu'un tiers des entreprises sondées n'avaient pas mis d'indicateurs en place au sein de l'entreprise et qu'un autre tiers avait annoncé un seul indicateur mis en place. Dans ces indicateurs, on a quand même un tiers des entreprises qui ont un bilan carbone, qui est un indicateur qui est relativement complexe et qui permet un très bon suivi en fait de ces émissions carbone et de gaz à effet de serre. Et donc c'est un indicateur qui va permettre d'avoir aussi qui va regrouper un ensemble d'indicateurs en fait qui donc est nommé comme un seul mais qui au final est plus complexe que simplement un indicateur. Et ensuite c'est un indicateur beaucoup plus simple qui est aussi cité par un tiers des entreprises, c'est la consommation énergétique qui est un indicateur assez simple à suivre qui permet d'avoir un suivi quasiment au jour le jour aux besoins de l'entreprise. Voilà, excusez-moi. Et puis donc ensuite, il y a l'identification de la problématique qui est principale dans la mise en place de ces indicateurs. C'est peut-être bien de mettre en place un indicateur de consommation énergétique, sauf que si la consommation énergétique n'est pas une problématique centrale dans l'entreprise, l'indicateur n'est pas plus utile que ça. Et donc le fait de n'avoir qu'un seul indicateur en place, ça montre aussi que les entreprises se concentrent sur la problématique principale qu'ils ont identifié au niveau des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie pour réduire de manière le plus efficacement possible leur impact carbone. Je rends du coup la parole à Margot. Du coup, suite à la mise en place de l'ensemble de ces mesures et de ces indicateurs, on a pu constater que 50% des entreprises interrogées ont constaté des progrès, donc un chiffre en lien avec le pourcentage d'entreprises ayant mis en place une stratégie carbone. On a également pu remarquer un lien de corrélation entre les différents progrès constatés et les types de mesures mises en place par les entreprises. Donc, les principaux progrès constatés concernent notamment la diminution des coûts liés à l'énergie, rendue possible grâce à la sensibilisation des collaborateurs, mais également à la mise en place d'une énergie verte et une meilleure gestion de cette dernière. On a également pu constater une diminution des émissions de gaz à effet de serre, donc notamment liée au fait de favoriser et de sensibiliser les individus à une mobilité plus douce, mais également, encore une fois, liée à l'énergie. Et enfin, on a pu constater que la plupart des entreprises ont remarqué des progrès dans la gestion de leurs déchets, une augmentation de leur recyclage notamment, qui leur permet d'économiser de l'énergie, des ressources et donc par conséquent de réduire leurs émissions de CO2. Du coup, je vais passer la parole à Léa. Merci Margot. Donc, comme l'a mentionné Caroline précédemment, on a constaté que la moitié des entreprises sondées ont cité l'énergie comme étant l'une de leurs sources majeures d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, au vu de l'impact important que peut avoir l'approvisionnement en énergie sur la pollution environnementale et atmosphérique, on a voulu se pencher sur la proportion d'énergie renouvelable utilisée au sein des entreprises.
Et donc, notre étude nous a permis de constater qu'un peu plus de la moitié des organisations sondées ont recours à des énergies renouvelables dans le cadre de leurs activités professionnelles. On remarque aussi que parmi les entreprises qui ont recours à des énergies renouvelables, l'accent il est avant tout mis sur l'achat d'électricité verte pour environ 70% d'entre elles. Et un tiers des organisations a poussé sa démarche un peu plus loin et a installé des panneaux solaires photovoltaïques sur leurs locaux, que ce soit pour produire de l'électricité ou pour se chauffer. D'autres entreprises, même si elles sont minoritaires, produisent du biogaz en revalorisant leurs déchets organiques, produisent ou utilisent des biocarburants et se chauffent grâce à l'énergie géothermique. Donc, on peut constater globalement que les énergies solaires, hydrauliques et éoliennes sont plus sollicitées que des énergies comme la biomasse ou la géothermie, par exemple. On a aussi remarqué que les PME et les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs suisses sont moins susceptibles de recourir à des énergies vertes dans leurs activités. Ensuite, pour compléter notre analyse sur les mesures internes mises en place dans les entreprises en termes de stratégie carbone, on s'est aussi intéressé aux actions implémentées par les organisations pour diminuer l'empreinte carbone de leurs collaborateurs. Donc, on a pu remarquer à travers notre étude que la quasi-totalité des entreprises interrogées sont fortement mobilisées autour de cette thématique et mettent en place diverses mesures. Donc, même si le panel d'actions qui ont été entreprises est très large, on a constaté qu'une mesure arrive largement en tête en étant citée par 97% des entreprises. Et il s'agit de l'installation de poubelles de tri dans les locaux pour permettre aux collaborateurs de recycler leurs déchets. Ensuite, il y a 3 autres mesures phares qui sont citées par environ la moitié des entreprises. Donc, la première, c'est l'utilisation de vaisselle et de couverts recyclables ou réutilisables pour limiter le plastique à usage unique. La seconde, elle fait plutôt référence à une participation financière à l'achat d'abonnements de transport en commun, que ce soit pour le bus ou pour le train. Et la troisième mesure, elle concerne la sensibilisation des collaborateurs à des thématiques comme par exemple la RSE ou l'économie d'énergie, d'eau ou de papier, ou encore une sensibilisation au stockage des données informatiques. Bien sûr, il y a une multitude d'autres mesures qui ont été citées, même si c'est dans une moindre mesure, comme par exemple le télétravail ou la promotion de la mobilité douce ou des incitations au covoiturage ou la participation à des challenges ou à des événements et bien d'autres mesures encore. Donc, globalement, le nombre moyen d'actions adoptées par les entreprises est de 4, mais c'est un chiffre qui varie en fonction de la taille et du chiffre d'affaires des entreprises. Donc, de manière générale, on a pu observer que plus le chiffre d'affaires augmente, plus le nombre d'actions implémentées est important. Et on a aussi remarqué que les PME mettent de manière générale moins de mesures en place que les plus grandes entreprises. Donc maintenant, je vais passer la parole à Adrien pour la suite de cette présentation. Donc, concernant la mise en place du critère de développement durable lors de la sélection des fournisseurs ainsi que les outils utilisés, nous avons pu constater qu'un tiers des entreprises sondées choisissent leurs fournisseurs en fonction de la quantité d'émissions de GES produites. Pour les 2 tiers restants, nous expliquons l'absence de critères de sélection en raison de la localisation des entreprises. Lorsqu'un ensemble de fournisseurs se situe loin des lieux de production des entreprises et que cette distance n'est pas réductible, dans le cas d'approvisionnement en matériaux rares, par exemple, cela rend le suivi des fournisseurs et de leurs émissions de GES difficile. Ensuite, la taille de la structure peut être problématique. En effet, l'estimation et le suivi des émissions de GES demandent des ressources importantes en termes humains et financiers. Beaucoup de fournisseurs ne publient donc pas de données à ce sujet en raison de leur petite taille. Finalement, la stratégie d'entreprise peut être sujette à caution. En effet, un objectif de maximisation du profit est bien souvent peu compatible avec l'intégration de critères de développement durable. Pour les entreprises utilisant des critères de développement durable, les outils les plus couramment utilisés sont l'audit des fournisseurs. Ce dernier est jugé complexe, c'est pourquoi il est principalement mis en place pour évaluer les fournisseurs stratégiques. Le déplacement chez les fournisseurs fait également partie des outils. Lors de cette visite, il y a par exemple vérification de la consommation d'énergie des machines et suivi de la chaîne logistique, notamment de la cadence de livraison, des types de véhicules utilisés ou des mesures de compensation en cours. Un autre outil utilisé est la charte fournisseur qui intègre des exigences environnementales dans les relations d'affaires et implique collaboration avec les fournisseurs. Finalement, l'intégration de critères environnementaux dans les appels d'offres ainsi que diverses certifications de développement durable peuvent venir faciliter la sélection des fournisseurs.
Alors, concernant la différence entre entre un objectif de neutralité carbone et un objectif de zéro émission, nous avons pu constater que pour certaines entreprises, la différence entre les deux termes était objet de confusion. Donc, voici la différence entre les deux objectifs. L'objectif de zéro émission implique que l'entreprise concernée n'émette aucun déchet polluant dans l'environnement à travers de ses activités. Et concernant l'objectif de neutralité carbone, celui-ci consiste en un équilibre entre les émissions et l'absorption du carbone dans l'atmosphère. De plus, nous constatons qu'après avoir mis en place une stratégie de réduction du CO2, environ la moitié des entreprises utilisent la compensation pour prendre en compte le carbone que l'on ne peut pas diminuer, ce qui démontre une volonté de leur part d'améliorer leur image en investissant une part de leurs bénéfices dans des œuvres à but non lucratif. Cependant, il faut faire attention au risque de greenwashing. Voici quelques exemples à votre droite de projets de compensation mis en place. Projet de compensation visant à protéger les forêts et la biodiversité, compensation des émissions des voyages professionnels en avion, construction de bâtiments éco-responsables, projet de plantation d'arbres pour compenser ces émissions, rachat de crédits ou quotas d'émissions de CO2, investissement dans des projets de création de puits de carbone, amélioration de l'efficience énergétique, partenariat avec MyClimate, qui est une organisation non lucrative de protection de l'environnement pour compenser ces émissions, et enfin l'utilisation, l'investissement dans des énergies renouvelables. Je passe à présent la parole à Alexandra pour la suite de la présentation. Merci Adrien. Du coup, nous allons passer à présent à la dernière partie qui concerne les freins à la mise en place d'une stratégie RSE. Donc, pour comprendre toutes les subtilités que comprend la mise en place d'une telle stratégie, on a demandé aux entreprises de nous donner 3 freins qui, selon elles, empêchent ou ralentissent la mise en place d'une stratégie RSE. Donc, il y a 3 freins principaux qui sont ressortis de cette analyse, les moyens financiers avec près de 68%, le temps avec près de 39% et les mentalités avec environ 33%. Donc, concernant les moyens financiers, quelle que soit la taille de l'entreprise, le développement d'une stratégie a un coût et un certain nombre de contraintes. De nombreux résultats sont attendus, mais qui ne sont pas toujours immédiats sur le court terme. Il est vrai qu'il faut repenser un certain nombre d'aspects et cela peut s'avérer trop cher, notamment pour de petites entreprises. On peut penser par exemple aux matériaux responsables et les outils qui permettraient en fait de lever ce frein, ça serait la sensibilisation en impliquant la direction sur les bienfaits à long terme ainsi qu'une réallocation des ressources et une réorganisation du budget. Ensuite, le second frein, il s'avère être le temps. Donc, en effet, avant le bon fonctionnement d'une stratégie RSE, il faut mettre en place toute une méthodologie et des analyses au préalable. Il s'agit d'une charge de travail supplémentaire et une implémentation souvent longue. Donc, certaines entreprises, elles estiment qu'elles ont d'autres priorités plus importantes et que cela demanderait une charge de travail trop élevée aux employés actuels. Cependant, avec de la volonté, en repensant les priorités et en sensibilisant autant la direction que les employés pour changer les mentalités, ça permettrait de lever en partie ce frein. Donc, ça nous amène donc au 3e frein majeur relevé, qui sont les mentalités. Il est toujours plus simple de rester sur la stratégie actuelle lorsque celle-ci fonctionne et sans amende ou contrainte, en général, il n'y a aucun changement qui est effectué volontairement. Donc, selon le secteur d'activité ou encore la taille de l'entreprise, certaines d'entre elles doutent de l'utilité d'une telle stratégie. De plus, les objectifs au sein de l'entreprise, il peut parfois être divergent et un manque d'implication ou de prise de conscience des enjeux actuels de développement durable, ils peuvent être un frein à la mise en place d'une telle stratégie. Mais avec de la volonté, la motivation, le développement d'une gouvernance RSE, une culture d'entreprise à impact positif ou encore une meilleure communication avec une implication de tous les employés, ça permettrait une sensibilisation sur les nouveaux objectifs que souhaite atteindre l'entreprise. Donc, concernant les autres freins, il s'agit notamment du manque de connaissances, d'outils, de priorités divergentes, le manque de motivation, le manque de cadre ou encore de valeur ajoutée. Donc, cette fois, il s'agit en réalité de freins qui sont moins pragmatiques que les précédents et qui ne découlent pas d'un manque de ressources, notamment financières ou temporelles, mais plus d'un manque d'informations sur les outils à disposition. On peut remarquer qu'il s'agit souvent d'un manque de savoir et d'accompagnement qu'il est totalement possible de contrer par de la formation ou de la sensibilisation. Donc ainsi, les moyens financiers, le temps et les mentalités, ça reste quand même les freins majeurs, plutôt les défis à relever pour mettre en œuvre ou développer une stratégie RSE au sein des entreprises, mais qu'il est possible de contrecarrer. Donc je vais laisser la parole à Naomi. Alors, du coup, plusieurs entreprises pensent que l'absence d'une stratégie RSE pourrait être un frein sur le court et le long terme
liées du coup à l'évolution d'une entreprise. Donc, il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées, notamment celle de l'image de la marque que l'entreprise peut véhiculer auprès de ses clients, voire même de ses fournisseurs. Donc, pour une entreprise, ce sera de plus en plus difficile de convaincre ses clients sans pour autant prouver leur implication au travers de gestes concrets, en le démontrant au travers des différentes pratiques mises en place dans la structure ou également durant les temps d'échange avec le client. Ce frein pourra également réduire l'accessibilité à certaines entreprises à certains marchés, notamment à cause du coup de potentielles réglementations qui pourront du coup imposer aux entreprises qui ont une surconsommation d'énergie ou une surconsommation qui provoque une surconsommation de déchets, d'être taxées ou d'être imposées ou d'avoir des réglementations assez strictes. Du coup, pour ces entreprises-là, ce sera beaucoup plus difficile de s'aligner. Et il y a également la problématique liée au processus de recrutement donc plusieurs entreprises évoquent le fait que le recrutement pourra de plus en plus être difficile dû on va dire, aux ambitions que les jeunes talents pourront avoir, notamment le management qui est axé de plus en plus vers la durabilité. Et pour une entreprise qui n'évoque pas vraiment de préoccupations liées à ces enjeux-là, il sera donc difficile pour un jeune talent de se retrouver dans un univers où les pensées ne sont pas en cohésion. Je vais dès à présent laisser la parole à ma collègue Serena. Donc, pour plus de la moitié des entreprises, l'augmentation du cours des matières premières est une motivation à implémenter une stratégie RSE. Mais pour quel motif? Donc, notamment à cause des augmentations de coûts qu'elles ont rencontrées. Donc, elles vont essayer de trouver des alternatives plus durables, telles que, par exemple, l'utilisation de voitures électriques ou de fournisseurs plus locaux. Donc, elles essaient vraiment de reprendre le contrôle sur leur activité et d'être moins dépendants de l'étranger. Et faire appel à des petites entreprises locales est une manière de maintenir leur contrat avec plus de sûreté. Il y a également une augmentation de la digitalisation pour limiter les déplacements professionnels. Donc, on peut voir vraiment que la RSE est un moyen de gérer plus efficacement les risques. Pour les autres entreprises, la conjoncture actuelle peut avoir un effet négatif, voire pas d'effet sur leur volonté. Donc, notamment pour le secteur tertiaire, tel que les assurances ou les services, qui n'ont pas forcément d'utilité d'approfondir leur stratégie, car elles sont peu impactées par cette crise pour assurer leur activité. D'autres entreprises ont malheureusement peu d'alternatives en termes de fournisseurs, donc elles subissent les retombées des augmentations de prix et sont malheureusement obligées de diminuer leur budget alloué à la RSE. Pour une très faible minorité, elles subissent l'effet inverse. Donc, elles vont acheter des matériaux d'encore moins bonne qualité et qui viennent de plus loin pour essayer d'entrer dans leurs frais. Donc, ça va les démotiver à mettre en place une stratégie RSE. Donc, pour la crise Covid, donc pour une bonne majorité, la crise a eu un impact sur leur stratégie RSE. Donc, on retrouve des impacts positifs tels qu'une accélération de l'innovation et un changement dans leur business model pour être plus durable. Ça a réconforté leur stratégie RSE et ça a mis en fait plus de discussions autour de cette thématique. Le télétravail était plus sollicité, voire introduit dans certaines entreprises, donc ça va limiter les trajets, offrir plus de flexibilité à leurs collaborateurs. Le dialogue social a aussi été amélioré, donc notamment autour de certains sujets tels que l'égalité homme-femme, l'augmentation du turnover ou la santé des salariés. Malheureusement, il y a aussi des impacts négatifs tels que la diminution de la communication entre les différentes parties prenantes telles que les parties prenantes externes ou internes. Et certaines entreprises ont dû repousser leur mise en place de stratégies RSE à cause des pertes financières. Donc, je vais laisser la parole à M. Sibyl. Alors,
Un grand merci à vous qui avez conduit ce travail d'investigation. Comme l'a dit Capucine en introduction, en fait, il y a eu un premier travail conduit il y a 2 ans par des étudiants de la même option sur la manière dont le risk management d'une entreprise prenait en compte ces enjeux de la responsabilité sociétale de l'organisation. Il y a eu ensuite une première version en 2021 du baromètre qui cherche à mesurer le niveau de sensibilisation, le niveau de maturité des entreprises sur un périmètre genevois, mais plus largement roman. Et donc, on en est en fait au 3e travail qui est conduit. Donc, il y a 2 ans, c'était en partenariat avec l'association Oprisco. L'année dernière, c'était en partenariat avec Bilab. Et cette année, en fait, c'est en toute indépendance que ce travail a pu être conduit. Il y a eu des focus qui ont été décidés. Ça permet en même temps, ça permet surtout d'avoir un périmètre qui soit restreint, mais particulièrement significatif dans les questionnements. Et on est là dans une étude qualitative, ce qui permet de chercher à mieux comprendre les leviers qui sont derrière la question de la mesure des émissions de gaz à effet de serre et la mise en place d'actions ou de stratégies derrière. Et il y a un sujet qui est particulièrement délicat à traiter parce qu'on a beaucoup d'a priori ou chacun d'expérience, c'est celui des freins ou des motivations à la mise en place d'une démarche de responsabilité sociétale. En effet, comme vous l'avez évoqué, la question du contexte, la question de l'actualité sur le Covid, sur les problèmes de ressources, etc., sont des éléments qui interrogent très fortement la prise en compte des enjeux RSE au sein d'une organisation. Et certains y voient des risques, mais certains y voient des facteurs clés de réussite dans ces contextes un petit peu délicats. Et l'un des freins qui a été mis en avant, sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui de la compétence dans les entreprises. On dit, ben voilà, pour appréhender ces sujets-là, on est un petit peu démunis. Ça tombe bien, c'est ce que sait faire la HEG et c'est notre projet en matière de formation en management durable. Et ce travail qui a été conduit par vous, vos étudiants, est effectivement un travail de transition entre quelque part une connaissance parfois un peu théorique de l'entreprise et du management durable, connaissance d'un certain nombre de méthodes, et passerelle avec la réalité de là où en sont les pratiques et les motivations et les freins dans les entreprises. Ce travail-là est effectivement un chemin qui permet de contribuer à construire la compétence d'une part des étudiants, mais surtout des personnes salariées que vous allez être ou des personnes qui vont travailler à la prise en compte de ces enjeux. Parce que, comme vous l'avez rappelé, la RSE, c'est quelque chose de stratégique pour l'organisation. On ne peut pas faire sans. Donc, un grand merci pour tous ces éléments de contribution par rapport à une meilleure connaissance et une connaissance surtout plus factuelle de ces mécanismes sur lesquels vous êtes appuyés. Donc, avant de vous laisser la parole pour les échanges et les questions-réponses, eh bien, rendez-vous probablement dans 1 an, à peu près à la même date, le 1er juin 2023, pour la prochaine investigation sur ces sujets-là. Voilà. Merci beaucoup et je vous rends la parole. Merci François. Bon, là, une petite photo de l'équipe